Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer tout ce qui a attrait à l'appariement sur le format par équipe sur le jeu Warhammer 40 000. Et pour cela, il va falloir d'abord comprendre comment fonctionne l'appariement sur le format par équipe à Warhammer 40 000. Alors pour cela, comme d'habitude, grâce à Chlorel, nous avons créé une table de pairing à jour au Warhammer 40 000. Donc merci à lui. C'est cette table-là, vous avez le lien de celle-ci directement dans la description. Si jamais vous avez des propositions d'amélioration sur cette table, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur Discord ou en commentaire de la vidéo pour que je puisse justement informer Chlorel afin que l'on puisse justement rendre cette table bien plus confortable. Lorsque vous arrivez sur la table, vous pouvez observer plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons une espèce de box rouge ici avec les cartes de faction là qui représenteront la main cachée de l'équipe rouge et inversement de l'autre côté la boîte bleue avec les cartes de faction pour l'équipe bleue afin que l'équipe rouge ne puisse pas savoir ce que vont choisir l'autre équipe. Ensuite, au niveau des symboles, nous avons un bouclier de chaque côté. Le bouclier rouge pour l'équipe rouge, le bouclier bleu pour l'équipe bleue. Le bouclier représente tout simplement les défenseurs qui seront placés sur cette petite box vu qu'il y a le liseré rouge pour l'équipe rouge. Et de ce côté-là, le défenseur bleu puisque la petite box ici a un liseré bleu, donc c'est pour l'équipe bleue. Ensuite, nous avons deux box ici avec la petite épée qui représente les attaquants qui seront proposés contre le défenseur. Je viendrai quelques instants plus tard vous expliquer les différences entre l'attaque et la défense. Dans tous les cas, vous devez comprendre que l'épée représente ces deux boîtes qui seront les attaquants de l'équipe bleue car ils ont le liseré bleu et ici de l'équipe rouge car ils ont le liseré rouge. Ensuite, nous avons ici la petite pièce qui représente ce que l'on appelle le jeton de choix de la table, le Table Choice Token en anglais. Le plateau de dés pour pouvoir déterminer qui aura le jeton du choix de la table. À un moment donné, il faudra jeter les dés pour savoir qui gagnera le jeton en premier. Enfin, suivant, si vous jouez en Ligue 3 par exemple, où vous avez les layouts de la FEC, nous vous avons mis tous les layouts de la FEC ici avec Chlorel et pour le WTC juste ici. Donc si vous jouez en FEC, il suffit de cliquer sur Place et là vous allez chercher justement en fonction de votre zone de déploiement les maps différentes dont vous avez besoin. Sinon vous faites Recall et vous faites Place si vous jouez en WTC et n'oubliez pas, là vous avez des paquets avec seulement cette table pour certaines zones de déploiement parce que vous avez une table qui est en double. Donc à vous de vérifier dans le document WTC pour ce qui est des layouts de table, quelle carte est en double. Ensuite, nous avons les petites box juste ici. Box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout simplement, hop, si je prends, peu importe la map, tiens, on va prendre celle-ci par exemple, vous allez pouvoir les placer comme ça. Vous allez pouvoir justement mettre les 8 layouts de table pour un petit peu savoir quelles sont les tables disponibles. Verrons ça d'ici quelques instants. Et enfin, nous avons ici les différents positionnements des attaquants et défenseurs. Donc vous avez toujours ce petit bouclier pour vous dire que vous avez ici l'emplacement de la carte du défenseur et en dessous la carte de l'attaquant, et ce pour les 8 matchs possibles, 6 si vous êtes en Ligue 3 et que vous êtes en équipe de 6. Si jamais vous faites un tournoi en équipe de 5 et que vous entraînez avec cette table, vous pouvez vous arrêter jusque là. Voilà. Maintenant, comment fonctionne le pairing? Donc par rapport à cette table, attention, vous n'êtes pas obligé de choisir une couleur. Le premier qui se connecte choisira s'il est couleur bleue ou couleur rouge, mais ensuite il devra faire change team et choisir une équipe. Comme ça, si vous souhaitez être plusieurs joueurs à venir sur cette table, si vous êtes équipe bleue, vous n'aurez juste qu'à choisir l'équipe du joueur qui aura la couleur bleue. Et si vous êtes équipe rouge, il suffira de choisir l'équipe qui a choisi le joueur rouge. Et c'est tout, vous n'aurez plus rien à toucher. Par exemple, si je prends une carte ici que je la glisse dans le bleu, vous voyez, vu que j'ai choisi aucune équipe et aucune couleur, je ne la vois pas, et normal. Inversement chez les rouges, je ne la vois pas non plus, elle est cachée. Ce qui est normal puisque je ne me suis mis dans aucune des deux équipes. Dans tous les cas, ce qui pourrait arriver, si par exemple je me mets en équipe bleue, vous voyez, dans les rouges, je ne vois rien. Par contre, dans l'équipe bleue, vu que je suis équipe bleue, vous voyez, je vois tout. Inversement pour l'équipe rouge, hop, je vois ce qui se passe chez les rouges, mais pas chez les bleus. De même, si je choisis l'équipe, hop, diamant par exemple, carreau, il faudra que tous les joueurs qui appartiennent à mon équipe rouge qui rejoignent la table puissent choisir l'équipe carreau pour qu'ils puissent voir ce qui se déroule chez les rouges et ne pas voir ce qui se passe chez les bleus. Inversement, bien sûr, si vous voulez jouer bleu, hop, et vous prenez une autre équipe. Par exemple,
l'équipe cœur. Bref, pour le tutoriel, moi je vais me mettre en maître de jeu. Comme ça, je verrai tout pour pouvoir tout vous expliquer. Mais au moins, vous avez conscience que la table a été faite en fonction du format par équipe pour qu'une équipe ne puisse pas voir la main de l'autre. Vous allez voir, vous devrez faire des choix sur l'appariement qui a un intérêt stratégique. Pour ce qui est de l'exemple du pairing, je vais bien faire la différence entre le format par équipe de 8 et par équipe de 6. Globalement, peu de choses seront différentes. Il y aura simplement une défense supplémentaire par équipe de 8 par rapport à l'équipe de 6. Commençons d'abord par les factions utilisées par nos deux équipes, l'équipe bleue et l'équipe rouge. Donc commençons par le début. Tout d'abord, chaque faction va devoir choisir un défenseur face cachée. Une fois que les deux défenseurs ont été choisis, les deux sont révélés en même temps. Donc là, nous voyons Craftworld, les Aeldari, et de l'autre côté, Astra Militarum. Maintenant, chaque équipe va devoir choisir deux attaquants à proposer face à chaque défenseur. Donc l'équipe bleue va devoir choisir deux attaquants face au premier défenseur de l'équipe rouge, et inversement, l'équipe rouge devrait choisir deux attaquants face aux défenseurs de l'équipe bleue. Une fois que les deux équipes ont proposé leurs deux attaquants, tout est révélé simultanément. Une fois que tout est révélé, chacune des équipes va prendre, dans sa main face cachée, les deux attaquants proposés, que ce soit du côté de l'équipe bleue que de l'équipe rouge. Donc là, les équipes vont discuter, à savoir qu'est-ce qu'on met face à notre Eldar. L'équipe bleue va discuter pour savoir que va-t-on mettre face à notre Astra Militarum. Donc, l'Astra Militarum, souvent on va demander, voilà, à notre défenseur, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Si jamais vous avez une matrice, on va en parler plus tard de ce qu'est une matrice. D'abord, je préfère vraiment vous expliquer comment fonctionne l'appariement, quelles en sont les règles. Donc imaginons, le joueur défenseur bleu choisit les orques. Donc hop, on met ça là, et celle-ci on la met sur le côté, ou alors hop, vous la mettez de pivot, pour dire que celle-ci vous ne la prenez pas, et celle-ci vous la prenez. Inversement, l'équipe va faire de même. Ils vont accepter un attaquant contre leur Eldar, et en refuser un autre. Voilà. Ils acceptent celui-ci, mais refusent celui-là. Une fois qu'ils ont proposé des attaquants, accepté les attaquants et refusé les deux autres, là, chaque joueur va jeter un dé. Donc le dé bleu pour l'équipe bleue, le dé rouge pour l'équipe rouge. Les dés sont lancés et celui qui remporte, comme par hasard, je fais un dé cassé. Voilà. Et celui qui remporte le jet de dés gagne le jeton de choix de la table. En l'occurrence, nous avons l'équipe bleue qui a obtenu un plus gros score que l'équipe rouge, donc c'est l'équipe bleue à qui revient le jeton de choix de la première table. Nous révélons, les deux attaquants acceptés. L'orque affrontera l'Astra Militarum et les démons du chaos de l'équipe bleue, les Aeldari de l'équipe rouge. Puisque ce sont les bleus qui ont gagné le choix de la table, alors ces deux cartes vont être déplacées sur le premier match. Du coup, le défenseur, c'est l'Astra Militarum, et l'orque est accepté en attaquant. Donc le défenseur toujours sur le bouclier. Ensuite, c'est le défenseur qui va choisir quelle table il va prendre. En l'occurrence, l'Astra Militarum, par exemple, va prendre la table 6. Ici, on met le petit chiffre de la table et on retourne la carte pour dire qu'elle a été choisie. Ce qui fait que pour le deuxième match qui a été fait, Eldar contre démon du chaos, eh bien il reste une table en moins à choisir. Il choisit non pas entre la 1 à la 6, mais entre la 1 à la 5. En l'occurrence, imaginons qu'il choisit la table 4. Donc ici, on met 4. Les deux attaquants qui ont été refusés retournent dans la main de leur propriétaire. Et nous passons désormais à la seconde défense. Puisque les bleus ont eu le choix de la table, en premier, le jeton change d'emplacement. Et il passe dans l'équipe adverse. L'équipe rouge. Rebelote, chaque équipe va choisir un défenseur. Mais attention, contrairement à l'équipe de 8, ce que l'on appelle le switch se déroule dès maintenant lorsque vous êtes sur un format par équipe de 6. Qu'est-ce que le switch? Vous allez voir que lorsque vous allez choisir vos défenseurs, il ne va rester que 3 cartes en main à chaque équipe. Par exemple, imaginons que l'équipe bleue choisisse ce défenseur et l'équipe rouge celui-ci. Nous allons arriver au switch. Chaque équipe va devoir choisir 2 attaquants. Il restera donc une faction qui n'aura pas été sélectionnée, que ce soit en défense ou en attaque. Ce qui veut dire que les factions qui ne seront ni en défense ni proposées en attaque vont forcément s'affronter sur le 6e match, c'est-à-dire le dernier match. C'est ce qu'on appelle l'oublié. Pour que ce soit un peu plus compréhensible, nous allons choisir du coup les 2 factions attaquantes pour chacun des défenseurs. Puisque les défenseurs ont été proposés, ils sont révélés en même temps.
Nous savons que nous avons chevalier gris d'un côté et chevalier gris de l'autre. L'équipe bleue, par exemple, vont proposer celui-ci et celui-là. Pour ce qui est de l'équipe rouge, nous aurons celui-ci et celui-là. Donc, dans l'équipe rouge, il nous reste cette faction-là et celle-ci du côté équipe bleue. C'est ce qu'on appelle les oubliés. Donc, ceux-là, on sait qu'ils vont s'affronter. Donc, virtuellement, on peut déjà mettre les deux factions sur le pairing 6. Alors, pour l'instant, on les met comme ça. Je vous expliquerai qui choisira sa table un peu plus tard. On revient sur nos attaquants qui sont proposés. Là, on sait que nos oubliés, ils s'affrontent dans le 6e match. Mais ils n'ont pas le droit encore de choisir leur table, car il y a un ordre à respecter. Pairing 1, 2, et donc c'est au pairing 3 d'abord de choisir sa table. Puis au 4, puis au 5, et enfin au 6. Le 6, en réalité, puisqu'on a 6 tables possibles, ils n'auront pas vraiment le choix de jouer sur telle ou telle table. Ils vont simplement dire, bon bah c'est la seule qui reste, on jouera sur celle-là. Une fois que les attaquants sont proposés, on révèle le tout en même temps, et là on s'aperçoit, bon bah Chevalier du Chaos Necron proposé contre le Chevalier Gris, Space Wolf World Eater contre le Chevalier Gris en face. Chaque équipe prend dans sa main les cartes attaquantes proposées et vont discuter chacun de leur côté sur savoir qui devra affronter leur défenseur. Au final, l'équipe bleue va choisir d'affronter cette faction et de refuser celle-ci, et de l'autre côté, ils vont accepter cette faction et refuser celle-ci. Donc on révèle les deux attaquants en même temps. On sait que le défenseur rouge GK va affronter le joueur bleu Space Wolf. Inversement, de l'autre côté, le chevalier gris bleu affrontera le chevalier du chaos rouge. Et les deux factions qui ont été refusées vont s'affronter elles-mêmes. Donc le World Eater affrontera le Necron, mais cette fois-ci dans le match 5, dans le pairing 5. Donc pour l'instant c'est pareil, j'oppose comme ça à l'arrache, je vous montrerai un petit peu qui devra choisir la table par rapport à l'autre. Dans tous les cas, on revient à nos défenseurs et attaquants qui s'affrontent. Vu que l'équipe rouge a le token de choix de la table, hop, ça veut dire que c'est eux qui vont choisir la table tout de suite au pairing 3. Donc imaginons qu'ils acceptent la table 1. Ils prennent, enfin le chevalier gris rouge prend la table 1. Hop, ils mettent la 1, ils la retournent, donc il nous reste que la table 2, 3 et 5 de disponibles. Ce qui signifie qu'on passe au défenseur adverse, pairing 4, qui va du coup choisir sa table. Et par exemple, ils vont prendre la table 2, on met 2 ici. Ce qui nous laisse potentiellement le pairing 5. Alors, qui choisit sur le pairing 5? Puisqu'on est sur un format par équipe, nous avons ce que l'on appelle le ABB, AB. Donc, l'équipe A est l'équipe qui a choisi la première table, c'est-à-dire l'équipe bleue. Donc là, nous sommes sur l'équipe A qui choisit sa table. Donc, nous avons bien la première équipe, donc les bleus qui ont choisi leur table au pairing 1. Ensuite, nous avons le B, ici, qui a bien choisi sa table, puisque l'équipe B, c'est les rouges, puisqu'ils ont perdu le token sur le jet de dés du choix de la table. Donc ensuite, on recommence avec un B de nouveau. Donc B, ici, A, B, B. Ensuite, A et B, A. Donc B, ça veut dire l'équipe rouge. Donc l'équipe rouge est en haut, l'équipe bleue en bas. Donc c'est bien l'équipe B, rouge, qui choisit sa table. L'équipe rouge choisit la table 3. On la flippe et on la note. Ce qui fait qu'il nous reste qu'une table pour dont on a parlé, les oubliés, parce que les refusés ont choisi leur table. Et donc il ne leur reste qu'une seule table à choisir. C'est pas vraiment un choix, mais on tombe bien sur le A à la fin, et ils prennent la table 5. Et c'est bien l'équipe bleue qui a choisi sa dernière table, même si c'est pas vraiment un choix. Voilà comment se déroule un appariement en équipe de 6. Maintenant, regardons comment ça se déroule en équipe de 8. Donc, maintenant, nous allons passer au format par équipe de 8 pour que vous puissiez voir un petit peu la différence par rapport au format par équipe de 6. Vous allez voir, la différence n'est pas si énorme que ça. Dans tous les cas, j'ai rajouté 2 factions, on va dire aléatoirement, aux factions qui existaient déjà. Nous reprenons, nous avons notre première défense. Chaque équipe choisit son défenseur et le pose. Une fois que c'est fait, on révèle. Et chaque équipe vont proposer 2 attaquants. Une fois que les attaquants ont été proposés, on les révèle en même temps. Chaque équipe prend en main chacune de ces attaques pour pouvoir en discuter et choisir laquelle ils vont accepter et celle qu'ils vont refuser. Donc de ce côté-là, ils acceptent cette attaque, mais hop, ils ne veulent pas celle-ci. De l'autre côté, ils acceptent cette attaque, mais refusent celle-ci. On fait le jet de dés une fois que les attaques ont été acceptées et celles refusées. Chacun jette un dé. Le gagnant est l'équipe bleue. Donc l'équipe bleue gagne le token du choix de la table, le Team Table Choice token. On révèle les attaques. Hop, on sait que les Eldari vont affronter les démons du chaos et l'Astra Militarum, les orques. Chaque équipe récupère sa carte qui n'a pas été acceptée en attaque et revient dans leur main. Puisque ce sont les bleus qui ont encore gagné le choix de la table,
on vient sur le premier pairing, donc l'Astra Militarum et le premier défenseur, il choisit sa table. Donc par exemple, je sais pas, il va choisir la table 6 comme c'était déjà écrit avant. Hop, voilà, il choisit la table 6, on la retourne, parce qu'il reste que cette table sur 8 dans les choix. Ensuite, c'est au défenseur de l'équipe rouge de choisir sa table. On va dire, bon, on va rester sur le 4. Pof, il choisit celle-ci. Le token change d'équipe, et là on repasse sur une défense 2. Sauf que cette fois-ci, par rapport au format par équipe de 6, vous voyez que lorsqu'ils vont proposer un défenseur et les 2 attaquants, il leur restera 3 cartes. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore sur le switch. Donc, deuxième défense, ils vont proposer ça, et les bleus ici. Les 2 défenseurs sont proposés, on les révèle en même temps. Chaque équipe va donc choisir 2 attaquants pour affronter le défenseur adverse. Une fois que les attaquants sont choisis, on les révèle en même temps. Rebelote, comme pour la première défense, on reprend les cartes en main et on choisit l'attaquant que l'on acceptera. Du côté des rouges, ils vont accepter cet attaquant et refuser celui-ci. Du côté de l'équipe bleue, ils vont accepter cet attaquant mais refuser celui-ci. Donc, on révèle les attaquants en même temps et les équipes récupèrent leur carte qui n'a pas été acceptée par le défenseur adverse. Puisque c'est l'équipe rouge qui a le token du choix de la table, c'est eux qui commencent à se positionner sur l'appariement 3 afin de choisir leur table. Imaginons, par simplicité, ils choisissent la table 1. Hop, ils choisissent la table 1, on l'inscrit ici et c'est fait. Maintenant, c'est au défenseur bleu de choisir sa table. À ce moment-là, il ne lui en reste que 5 de disponibles, et non plus 8, évidemment. Imaginons, il choisit la table 2. Tac, on la retourne et c'est bon. Une fois que ce pairing est fait, on passe au tour suivant. À la dernière défense, la défense 3. Le jeton change d'équipe, chaque équipe ne possède que 4 factions dans leurs mains, et donc on arrive au moment du switch. Alors, chaque équipe va choisir un défenseur. Imaginons pour les bleus, ce sera celui-ci, et celui-là pour les rouges. Puisqu'ils ont été choisis, on les révèle en même temps, hop, et là on prend connaissance. On se dit, ok. Donc forcément, dans les 2 défenses que l'on va proposer, la dernière faction qui reste sera la faction oubliée. L'équipe rouge va proposer ces 2 attaquants contre le défenseur Genestealer Culte de l'équipe bleue. Du côté des bleus, nous allons proposer ces 2-là. On révèle en même temps, et donc à partir de ce moment-là, nous sommes sûrs que ce sont les 2 factions oubliées qui s'affronteront, et tout comme le format en équipe de 6, les oubliés s'affrontent sur le dernier pairing. Mais ils vont devoir attendre pour savoir sur quelle table ils vont pouvoir jouer. Du côté des équipes, au niveau des attaquants, hop, ils les prennent en main et ils vont décider face cachée quel attaquant ils vont accepter contre leur propre défenseur. Exemple, côté équipe bleue, ils vont accepter celui-ci, mais refuser celui-là. De l'autre côté, imaginons qu'ils refusent celui-ci et acceptent celui-là. Une fois que les attaquants sont mis, hop, on peut les révéler en même temps. Donc nous savons que les Custodes vont affronter les Tyrannides et que les World Eaters affronteront le culte Genestealers et que l'Adeptas Auritas affrontera le culte Genestealers. Par contre, l'équipe bleue a bien le jeton de choix de la table. Donc c'est leur joueur culte Genestealers qui vient choisir sa table. Et pour pas s'embêter, il va choisir la 3, comme ça je n'ai pas à changer le chiffre ici. Ensuite, c'est à l'équipe adverse de choisir sa table. Et là aussi, on va pas trop se prendre la tête, ils vont choisir la table 5. Voilà, comme ça j'ai pas à choisir le chiffre. Puisque c'est l'équipe bleue qui a le choix du jeton de la table, c'est donc au refusé de l'équipe bleue de choisir l'avant-dernière table. Imaginons qu'ils choisissent la 8. Hop, on affiche 8, on la flippe. Et donc, pour les oublier, c'est au rouge de choisir, mais bon, il n'a pas vraiment le choix, il aura la table 7. Et voilà comment se fait un pairing en équipe de 8. En tout cas, à quoi ça ressemble. Maintenant, il va y avoir un peu plus de détails par rapport aux avantages et désavantages des factions à Warhammer 40 000, et c'est là où on va passer à la matrice. Maintenant que vous savez comment se déroule l'appariement, comment on construit une matrice? C'est assez simple en soi. Alors moi, je suis passé par Excel, mais sinon vous pouvez aussi utiliser Google Sheet. C'est à peu près pareil, et au moins Google Sheet, ça se partage beaucoup plus facilement qu'un fichier Excel. Bref, tout d'abord, va falloir avoir votre petit onglet Data. L'onglet Data, c'est là où vous allez mettre tous les tableaux de toute manière que vous allez devoir rentrer quasiment à la main pour pouvoir créer votre base de données. Dans cette base de données, vous pouvez avoir le degré d'estimation que vous avez. En l'occurrence, de mon côté, nous en avons 9. Nous avons le Gumble, c'est-à-dire que vous allez pouvoir estimer que lorsque vous allez affronter cette faction sur ce scénario-là, sur cette table-là, soit vous allez pouvoir gagner 15 à 5 ou 5 à 15 à qui aura le premier tour. Et là, bon, celui qui a le premier tour va peut-être mettre 15-5. Donc ça va dépendre un petit peu de votre degré de compréhension sur la partie. Ensuite, nous avons facile.
Donc là, facile, vraiment, vous êtes sûr de mettre minimum 16 points jusqu'à 20 points, donc 20-0 sur la partie contre votre adversaire. Ensuite, la win, entre 13 et 15, la petite win 11 à 12, l'égalité, donc draw en anglais, 9 à 10 points, petite lose entre 7 et 8 points, lose entre 5 et 6, et enfin à l'aide entre 0 et 5. J'ai rajouté un 9e degré qui s'appelle le je sais pas, c'est très explicite. Vous connaissez rien au match-up, vous savez absolument pas ce que fait la faction adverse, bref, vous n'en savez rien. Vous affrontez une faction qui n'était pas prévue au programme, et cela vous incite à mettre E dans votre matrice. Donc maintenant nous avons notre degré, nos différents degrés d'estimation. Ensuite nous avons le tableau des différents scénarios. Alors je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais nous sommes dans la 10e édition de Warhammer 40 000 et nous sommes dans la saison Paria Nexus. Ensuite, nous avons les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est simplement une référence au document du WTC, World Team Championship, qui propose à chaque fois 8 tables car on joue en équipe de 8. Mais ça peut s'arrêter à la 1, 2, 3, 4, 5, 6 si vous jouez en équipe de 6 ou même jusqu'à 5 si vous participez à des tournois en équipe de 5. Enfin, le dernier tableau obligatoire, c'est le tableau de toutes les factions possibles et jouables. Il me semble que j'ai oublié Inari dans le tableau, mais bon, ça reste des elfes. Maintenant que vous avez votre base de données, vous allez pouvoir créer un tableau de matrice d'entraînement. Alors, la matrice d'entraînement, je trouve que c'est un peu l'onglet aussi obligatoire, parce que c'est là où vous allez rentrer tous les matchs que vous allez faire. Alors, pour entrer tous les matchs que vous faites, vous avez forcément le nom de votre liste d'armées avec son lien New Recruit, je vous en parle juste après. Bien sûr, vous pouvez rentrer votre faction puisque nous avons rentré la base de données avec toutes les factions, le nom du joueur. Là aussi, si vous voulez éviter d'écrire le nom du joueur, vous pouvez faire une liste dans Data où vous rajoutez un petit endroit où vous avez les joueurs de votre équipe, vous les nommez et comme ça, vous pouvez les ajouter comme liste ici. Ensuite, vous avez le scénario avec la lettre de référence et si jamais vous prenez le scénario C, vous savez plus ce que c'est, vous allez dans Data, scénario C, c'est Linchpin, Fog of War, Tipping Point. C'est la référence. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, la règle de mission, les missions primaires, etc., etc. Sans souci. Tous les tableaux que je vous montre, c'est vraiment la base de base. C'est-à-dire que derrière, vous allez devoir l'agrémenter, ils vont même évoluer en fonction de vos besoins. Et là, ce que je vous donne, c'est vraiment une base minimale. Hein. C'est-à-dire que clairement, c'est très largement améliorable. Mais je me suis dit que, voilà, au moins je peux vous fournir une base, et ensuite, vous l'améliorez en fonction de votre évolution. Ensuite, vous avez le numéro de la carte, évidemment, que vous avez joué, la faction adverse, le joueur adverse, donc c'est pareil, si vous connaissez, en tout cas, si vous avez un certain nombre de joueurs adverses que vous connaissez, vous pouvez très bien aussi créer un autre tableau joueur adverse où vous les listez, comme ça vous pouvez rentrer automatiquement via une liste. Donc liste NR2, donc là c'est la liste via NR que vous importez sur le site de New Recruit de votre adversaire. Ici vous mettez le résultat. Alors là j'ai pas rentré spécialement de liste parce que vous pouvez le rentrer tout d'abord avec les points de victoire bruts que vous faites sur la partie, puis à côté vous mettez, je sais pas, par exemple un petit slash, et à côté vous mettez le résultat sur 20. Ce qui vous permet de rentrer son résultat, si c'est petit win, comme ça, hop, ça se met en vert, et via tout l'historique que vous allez faire, comme ça, vous allez pouvoir rentrer ensuite votre matrice un peu plus précise, que l'on verra juste après. Et ici, si jamais vous voulez faire des débriefs de chacune des parties, vous pouvez mettre le lien en vidéo. Alors, tout d'abord, le lien de la liste New Recruit. Je vous montre ça. Nous voici sur New Recruit, donc là vous avez l'une de mes nombreuses listes d'armées. Pour pouvoir obtenir le lien, c'est très simple. Vous allez en haut à droite, vous avez liste options. Vous cliquez au niveau des 3 petits points, vous avez export. Alors export, c'est seulement si vous voulez l'exporter en texte, en PDF, etc. ou pour votre scribe, lorsque vous jouez sur Tabletop Simulator. Ensuite, vous avez share link to list. C'est ça qui va nous intéresser comme option. Vous cliquez dessus, comme ça vous avez un lien ici, vous faites copy link to clipboard. En plus vous avez un espèce de QR code aussi qui fait référence au cas où. Mais copy link to clipboard. Et là vous retournez sur votre matrice et vous pouvez tout simplement CTRL-V. Donc coller le lien dans New Recruit. Comme ça, les gens de votre équipe vont pouvoir aller voir la liste justement sur New Recruit directement sans aucun souci. Ensuite, le lien vidéo. Bon, je vous montre rapidement. On se retrouve tout de suite sur YouTube.
Nous sommes sur YouTube, bon vous voyez, hein, vous avez les pubs, tout ça, tout ça. Pour pouvoir ajouter une vidéo, il suffit de cliquer sur mettre en ligne ici. Voilà, ça vous amène sur quelque chose comme ça. Je vais prendre n'importe quelle vidéo, par exemple celle-ci. Voilà, je la drag and drop. Bon, évidemment, vous avez tous mes réseaux sociaux de base, mais ça, vous, normalement, c'est vide. Hein. Moi, c'est juste pré-programmé. Ensuite, vous allez avoir les éléments vidéo, c'est tout ce qui est sous-titres, etc. Vous vous en fichez. La vérification, c'est pareil, on s'en fout parce que vous allez arriver sur visibilité, c'est ça qui nous intéresse. Vous allez rester sur non répertorié. Non répertorié, ça vous permet d'avoir des vidéos que j'appelle semi-privées. Parce que si vous cliquez sur privé, même si vous donnez le lien de la vidéo qui est ici, personne ne pourra y avoir accès. Elle sera en vidéo non disponible. Par contre, si vous êtes en non répertorié, cela signifie que toutes les personnes qui ont accès au lien ici pourront justement regarder la vidéo. Et des fois, quand vous faites des partages d'écran sur Discord, etc., bah, du coup, vous pouvez faire des débriefs de parties sans aucun souci. Et en plus, vous aurez les timecodes. Ça évite à télécharger des gros fichiers vidéo volumineux directement via un lien Smash, par exemple. Donc voilà pourquoi vous pouvez mettre un lien vidéo, vous uploadez votre vidéo sur YouTube, vous fournissez ce lien-là que vous pouvez copier ici. Ensuite, vous faites enregistrement, vous patientez que YouTube justement finisse l'importation. Une fois que l'importation sera finie, normalement YouTube va chercher à faire une amélioration de la vidéo vers les différentes qualités que vous auriez préprogrammées sur YouTube. Donc en général, ça dépend surtout du format de votre vidéo que vous importez. Par exemple, moi je suis toujours en 1080p, donc YouTube fera toujours une importation en 1080, 720p, 540, 360 et 240p il me semble. Bref, ça c'est le boulot de YouTube. Mais une fois que l'importation minimum sera terminée, toutes les personnes qui auront le lien pourront voir la vidéo. Sinon, ils seront dans une espèce de vidéo où YouTube vous demande de patienter le temps que la vidéo finisse son importation. Allez, on se retrouve sur la matrice. Bon, maintenant que vous comprenez l'utilisation de cette matrice d'entraînement, donc normalement vous allez avoir, si vos joueurs sont disciplinés, vous allez avoir tout un historique, ce qui va vous permettre justement de créer petit à petit vos estimés. Maintenant, nous allons pouvoir rentrer un peu plus en détail. C'est-à-dire que en fonction des scénarios, donc c'est pour ça que vous pouvez mettre, et ça vous allez pouvoir faire ce tableau pour chacun des joueurs de votre équipe. Le tableau que j'appelle carte, donc vous avez le nom du joueur ici, donc vous pouvez démultiplier ce tableau pour chacun de vos joueurs. Et par exemple, par rapport à la matrice d'entraînement qu'ils auront fait, ce joueur-là, ça va vous permettre de rentrer le nom du scénario, ce qui va rentrer par exemple si je mets scénario D, voilà, ça se met automatiquement en score shader, swift action, tipping point. Vous pouvez choisir la carte et l'estimation. Comme ça, vous pouvez approfondir l'estimation et aussi en fonction de la faction que vous pouvez rencontrer. Donc ça, souvent, c'est lorsque les listes sont validées pour votre ligue. Là, vous allez connaître toutes les factions de vos adversaires. Et comme ça, vous allez pouvoir petit à petit personnaliser de plus en plus vos estimations. Par exemple, lorsque vous avez le rendu de liste de la L3, vous allez pouvoir connaître en fait toutes les factions que vous allez affronter. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez Beuteux. Donc, Beuteux, c'est Black Templar. Vous affrontez du Chaos Space Marine, du Démon, de la Death Guard et que sais-je. Eh bien, vous allez pouvoir dire à votre coach ou capitaine, voilà, moi contre le Beuteux sur tel scénario, telle carte, je m'estime de cette manière-là. Alors des fois, ça va vous faire des tableaux énormes, mais ça, c'est un peu normal. Parce que vous allez pouvoir avoir justement une très grande précision sur votre estimé face à une faction en précisant sur quelle carte vous êtes bon et sur quelle carte vous êtes mauvais. Car ça va forcément influencer l'appariement. Ça, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, je voulais tout simplement vous parler de ce tableau qui peut être impressionnant par rapport au nombre de factions que vous allez mettre. Par exemple, souvent, vous avez un tirage de... Vous avez 7 scénarios proposés dans votre ligue, mais vu que vous allez jouer que 5 rondes, vous n'allez pas faire les 7 scénarios, vous allez en faire que 5. Mais vu que c'est tiré au hasard, faut prévoir potentiellement de vous entraîner sur chacun des 7 scénarios. Si vous êtes en Ligue 3, vous êtes en équipe de 6, mais si vous êtes en Ligue 2 ou Ligue 1, c'est forcément en équipe de 8. Donc vous allez devoir prévoir pour chacune des factions de vos adversaires, tous les scénarios contre toutes les factions sur toutes les tables pour avoir l'estimation la plus précise.
par exemple le beuteux, puisque je dois l'affronter sur tous ces scénarios-là, sur les 6 tables, si vous êtes en équipe L3 et sur les 8 tables à partir de la L2, du coup vous allez avoir entre 6 et 8 entrées de Black Templar, juste pour le premier scénario, pour chacune des cartes. Donc en Ligue 3, vous allez avoir 6 occurrences de Black Templar sur le même scénario pour les 6 tables, pour savoir sur quelle table il vaut mieux vous placer contre le Black Templar durant l'appariement. Et du coup, vous faites ça aussi pour chacun des scénarios et chacune des factions adverses. Donc ça peut vous faire des énormes tableaux. Bon, il y en a certains que vous n'allez pas forcément jouer, mais vous allez pouvoir, à force d'avoir joué contre cette faction, pouvoir estimer quel scénario vous préférez. Bon, ça, le scénario, de toute façon, vous n'allez pas forcément le prévoir parce que vous allez devoir le subir puisque ce sera le tirage au sort, je pense, de l'arbitre, en tout cas de la FEC par rapport à ça. Mais au moins, ça vous permet vraiment d'être très très précis dans votre estimation. Donc voilà pour ce tableau. Une fois que vous aurez rempli tous vos tableaux, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir le scénario que vous allez jouer contre l'équipe adverse et votre composition. Et donc, via l'enregistrement de vos matchs d'entraînement de l'onglet cartes, match entraînement et l'onglet cartes, vous arrivez normalement en fonction de ce que vous avez préparé, justement à une matrice qui ressemble à ça. Donc évidemment, il va falloir aussi rentrer les cartes où vous voulez être appareillé et celles que vous voulez potentiellement éviter. Pour l'instant, je n'ai rien créé là-dessus, mais je sais que sur Google Sheet, vous pouvez rentrer plusieurs occurrences, plusieurs numéros dans une même cellule pour vous rappeler sur quelle table il faut pouvoir vous placer. Mais normalement, vous devez arriver à terme à ce genre de matrice, une fois que vous aurez compilé toutes les données. Donc c'est ultra important que vos joueurs soient disciplinés pour pouvoir rentrer justement les résultats de leur partie pour avoir une estimation de plus en plus précise afin de pouvoir optimiser au mieux votre appariement. Et ça, on va le voir tout de suite. Voici une des matrices que l'on a réalisées pour un entraînement. Nous avons chacun mis au niveau de nos factions ici comment on s'estimait face aux factions en face. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut analyser? On peut observer que nous avons entre 2 voire 3 factions contre lesquelles on se situe assez bien. Le Blood Angel, où nous avons 1, 2, 3 wins pour une seule égalité et 2 perdus. Le Tyrannide, où on a 2 petites wins, 2 égalités pour une partie perdue et une qui est Gumble. Et enfin, le Custodes, où tout le monde s'estime plutôt bien. On a une bonne win, 3 wins et 2 égalités. Par contre, pour ce qui est des 3 autres factions, c'est un peu plus compliqué. Contre le Chevalier du Chaos, on a 1, 2, 3 loses pour une seule win, une égalité et un Gumble. Le Culte Genestealers en face, où on a 1, 2, 3, 4 loses, une win, une égalité. Et enfin le taux, où c'est catastrophique. On a 4 loses pour 2 égalités seulement. Alors, comment aborder ce genre de matrice lorsque vous allez faire l'appariement? Tout d'abord, regardons les factions moins problématiques chez nous. Normalement, on pourrait se dire que l'Astra Militarum pourrait être une bonne défense. Et c'est pas faux en soi. Par contre, il présente 2 factions où il peut perdre. Mais nous avons des stratégies, des fois, qui nous permettent de sacrifier une faction pour améliorer le match des autres. Donc on pourrait se dire, si jamais on met l'Astra Militarum en première défense, que le Chevalier du Chaos et le Culte Genestealers n'est pas mis en défense non plus en face, ces 2 factions pourraient nous être proposées contre l'Astra Militarum. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Pourquoi? On a pu observer que parmi les colonnes problématiques, nous avions le Chevalier du Chaos et le Culte Genestealers. Si jamais on nous propose le Chevalier du Chaos et qu'on l'accepte, déjà, ça veut dire que très bien, on a sacrifié un match, mais derrière, il nous reste que 2 colonnes problématiques pour 3 bonnes. Car je suppose, au vu de la composition adverse, que le taux alors soit mis en défense 1 face à notre Astra Militarum. Dans ce cas-là, nous allons devoir proposer au mieux notre Culte Genestealers qui peut aller chercher une égalité, ou alors une des 2 autres factions qui nous restent avec seulement une petite lose. Dans ce cas-là, tout dépend aussi de ce que propose notre Culte Genestealers. Car le Culte Genestealers, vu qu'on a sacrifié l'Astra Militarum, il nous reste que le culte et le démon si jamais on doit affronter le Blood Angel. Si on propose le Space Wolf et le GK, le Space Wolf, c'est le seul match-up qu'il n'aime pas trop, car les autres sont plutôt win ou à égalité. Quant au Chevalier Gris, bon,
il a 3 loses, ça nous évite une grosse lose contre le Tyrannide potentiellement, mais c'est le seul aussi qui peut l'emporter potentiellement contre leur culte Genestealers. On parle pas du custo car quasiment toutes les listes sont censées faire un bon résultat contre celui-ci. Par contre, si on accepte le chevalier du chaos et qu'on prend 5 à 15 sur ce match, ça veut dire qu'on n'a pas notre faction qui est capable de mettre un 15-5 au custodes. Et donc on partirait assez désavantagé. Donc c'est dessus où il va falloir justement faire une gymnastique mentale pour savoir lesquels on accepte, lesquels on refuse. Pour ce qui est de l'appariement, dès la première défense, en fait, vous avez un aléatoire complet. Vous savez pas quelle défense votre adversaire va mettre réellement, enfin en tout cas, avant d'avoir l'information sûre à 100%. Là, on pourrait estimer que dans la composition adverse, nous verrons beaucoup plus le taux première défense, car globalement, c'est la faction qui a les meilleurs match-ups contre nous. Il égalise l'Astra Militarum contre le culte, mais il gagne contre le Chevalier Gris, contre le Space Wolf, contre le World Eater et le démon. Donc on pourrait estimer que le taux soit en première défense, mais si c'est pas le cas, il va falloir s'adapter. Dans tous les cas, au lieu de faire des suppositions, nous allons regarder comment s'est déroulé l'appariement. Oui, j'ai enregistré tous les appariements d'entraînement que l'on a fait pour préparer cette vidéo. Allez, regardons tout ça ensemble. Vous l'aurez compris, nous sommes sur une ancienne version de la table d'appariement que je vous ai proposée en début d'épisode. Nous étions justement sur les tests de cette table pour voir ce qui était à améliorer ou à rajouter. Comme d'habitude, merci beaucoup Chlorel d'avoir créé tous ces outils pour ça. Donc, mon équipe est du côté bleu. Alors, pour l'enregistrement, je me suis mis en spectateur, comme ça on ne va pas voir les mains de chaque équipe. Mais au niveau du vocal, je suis dans le vocal de l'équipe bleue. Nous allons justement changer de canal vocal pour que l'équipe rouge soit entre eux et nous entre nous, pour pouvoir justement discuter des différentes attaques et défenses à mettre en place. J'avais bien raison, c'est le taux en défense. Alors, si on regarde notre tableau par rapport au taux. Donc, nous avons bien le taux en défense, et moi qui a été mis en défense 1. Alors, pourquoi ? Quand on regarde ma ligne sur le tableau, je n'ai qu'une seule lose, d'après mes estimations. J'ai 3 égalités pour 2 wins. Donc, globalement, ça fait de moi un bon défenseur, car j'ai très peu de mauvais match-up qui me font perdre. Il n'y en a qu'un que j'estime être le taux. Parce que, effectivement, le culte Genestealers, c'est la liste que l'on appelle Vroom Vroom, donc c'est l'Outlander Claw. La force de l'Outlander Claw, c'est qu'il a beaucoup d'OC sur des unités véhiculées ou motorisées, pour les petites motos, et il a moins d'impact au tir, on va dire, par rapport à un host de l'ascension qui est capable, à cette époque, on est encore sur les frappes en profondeur à 3 pouces, qui n'existent plus maintenant, avec des charges de démolition, des grosses escouades de néophytes hybrides qui sont là pour vous tirer dessus, faisant très mal, surtout que ma liste Space Wolf, je suis un champion de Dross, je suis pas du tout en Stormland, je ne joue pas de loup tonnerre, donc la petite infanterie n'aime pas trop la grande saturation au niveau de la phase de tir, ce qui fait que je préfère beaucoup plus la liste Outlander Claw que Host de l'Ascension, et c'est ce que je dirais dans l'enregistrement. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que va proposer l'adversaire et qu'est-ce que nous allons proposer face au taux. Face au taux, si on regarde notre tableau, nous avons l'Astra Militarum qui fait une égalité d'après lui et le culte Genestealers qui fait aussi une égalité. Donc, machinalement, on pourrait proposer culte Genestealers et Astra Militarum. Ça nous permet d'économiser le reste de nos factions pour essayer de mieux les placer, même s'il reste toujours le Chevalier du Chaos qui reste problématique. Mais en face du Space Wolf, que pourrait proposer l'adversaire puisqu'il a posé son taux en première défense? Eh bien là, on ne sait pas vraiment, car la meilleure faction qui aurait été à proposer contre moi, de base, ce serait le taux. Donc on va avancer un petit peu et voir ce que propose l'adversaire. Alors, on peut voir que l'adversaire propose contre moi le culte Genestealers et le Tyrannide. Donc si on regarde le culte, nous avons une égalité et le Tyrannide une petite victoire. Déjà, si on part sur cette analyse, le pire des match-ups, c'est le culte Genestealers. Parce que le culte, le problème, c'est que d'après nos estimations, car on ne connaît pas la matrice adverse, mais d'après nos estimations, le culte Genestealers est très problématique pour nous, voire savoir contre qui le placer. Donc, on pourrait très bien neutraliser ce match en proposant culte Genestealers contre Space Wolf. Ou alors, on peut jouer un petit côté plus agressif en proposant le Space Wolf contre le Tyrannide, car c'est censé être une victoire d'après les estimations. De l'autre côté, nous avons l'Astra Militarum et le culte Genestealers proposés contre le taux. Pour nous, ce sont 2 égalités, donc on verra bien qui il choisira, et on s'adaptera en fonction.
Alors, l'adversaire accepte de jouer tôt contre notre culte, donc hop, notre culte est positionné, et nous avons accepté du coup le Tyrannide contre le Space Wolf, pour ce qui est de nos deux factions. Donc on va faire la même chose, on va masquer le taux parce qu'il n'est plus présent, et le Tyrannide parce qu'il n'est plus présent non plus. Voilà ce qu'il nous reste suite à cette première défense. Car si on analyse justement le tableau qui reste suite à ces défenses, eh bien, il nous reste encore pas mal de verts au final. Le Chevalier du Chaos, bon, nous avons toujours notre Chevalier Gris, mais nous avons le World Eater, qui peut Gumble. Potentiellement, il peut peut-être gagner. Le Blood Angel, nous avons 2 wins, 2 petites loses. Le culte reste toujours assez problématique, l'objectif étant de pouvoir le mettre contre notre Chevalier Gris. Et enfin, le Custodes, où nous avons 2 wins pour 2 égalités. Donc là, nous allons laisser les joueurs faire leur jet de dés pour qui aura le jeton de choix de la table, et ensuite pouvoir voir qui sera première défense, etc. Donc j'ai choisi de prendre la table 3 car elle présente 2 containers, j'ai envie de dire en diagonale, qui est extrêmement bloquant contre le joueur Tyrannide, parce que le joueur Tyrannide joue Crusher Stampede. Bref, c'est une liste Tyrannide où ça joue beaucoup de très gros monstres. Et le problème quand on joue de très gros monstres, c'est qu'il y a des passages sur les layouts fake, comme WTC d'ailleurs, où certaines figurines ne peuvent pas passer leur socle, j'entends. Donc je vais pouvoir, dans ce match, décider, ou en tout cas savoir à l'avance par où il va pouvoir faire passer ses monstres. Alors évidemment, le détachement possède quand même, et c'est ça qu'il va falloir que je surveille, la capacité de pouvoir traverser les éléments de terrain. Donc il peut très bien traverser des containers, car c'est un élément de terrain. Il peut très bien traverser des murs de ruines, c'est un élément du terrain. Le taux va aussi choisir sa table, et ensuite on va passer à la deuxième défense. Donc si on regarde bien, quelle deuxième défense on devrait proposer? Quand on regarde notre matrice, donc l'Astra Militarum ne possède que 2 bons matchs, le Chevalier Gris en possède 3, le World Eater en possède qu'un, on va dire, avec l'égalité, et le Démon en possède 1,5 avec l'égalité. Donc il se pourrait que l'on mette Chevalier Gris potentiellement en défense. Mais ce n'est pas parce que vous avez une faction qui possède une bonne matrice qu'il faut forcément la mettre en défense. Des fois, vous pouvez tout simplement sacrifier une défense pour pouvoir appâter une faction que vous pouvez potentiellement temporiser pour valider un minimum de points et favoriser le reste de vos factions en attaque, en oublier et en refuser. Du côté de l'adversaire, il pourrait très bien mettre en défense son culte Genestealers, car il a de très bons match-ups contre le reste de notre tableau. Regardons ce qu'ils vont faire. Nous avons en défense du côté adverse l'Adeptus Custodes, donc clairement si nous avons la même matrice, ce qui ne s'est jamais déroulé sur tous nos entraînements, nous on comprend qu'il sacrifie son Custodes pour pouvoir favoriser le reste de ses factions qui sont plutôt bonnes contre nous sur notre tableau d'estimation. Donc ce sera à nous de faire la gymnastique pour pouvoir les mettre aux bons endroits. De notre côté, nous avons mis le Chevalier Gris car il possède le plus de bons match-ups. On est vraiment resté sur une stratégie classique. Et c'est ce pourquoi cette vidéo est faite. Le but, c'est de vous montrer quelque chose de très basique, très classique, pour que chacun vous puissiez comprendre les implications de ce système d'appariement et de ces fameuses estimations. Car si vous avez de mauvaises estimations, forcément, votre stratégie d'appariement sera mauvaise. Et c'est pour ça que c'est très important que les joueurs de votre équipe fassent beaucoup d'entraînements, beaucoup de parties, pour pouvoir avoir les estimations les plus précises possibles, et en même temps accumuler un certain nombre de connaissances. Donc regardons maintenant ce que nous allons proposer en attaque et ce que nos adversaires vont proposer en attaque. Alors, nous avons proposé en attaque l'Astra Militarum et le World Eater, le but étant de correctement placer le World Eater, car si on regarde notre matrice, l'Astra Militarum est censée être extrêmement violente contre le joueur Custodes. Donc on estime que l'adversaire devrait accepter le World Eater. Mais on sait en même temps que du coup l'Astra Militarum sera l'armée refusée. Et donc si on part de ce principe, regardons les attaquants qui nous sont proposés. Nous avons le Blood Angel contre le Chevalier Gris et le Chevalier du Chaos. Ça tombe bien, notre Chevalier Gris est censé gagner contre le Chevalier du Chaos. Donc on pourrait très bien accepter le Chevalier du Chaos et refuser le Blood Angel. Si on le refuse, que donne la matrice du joueur Astra Militarum contre le Blood Angel? Eh bien on peut voir que l'Astra Militarum est en vert. Il est censé nous ramener une win. Donc nous avons Space Wolf contre Tyrannide en petite win, Tau contre Culte Genestealers en égalité. Si on accepte Chevalier Gris, Chevalier du Chaos, on aurait une petite win supplémentaire. Si l'adversaire accepte le World Eater contre son Custo, on serait sur une égalité. Donc on crée l'écart par rapport à notre estimation. Derrière, on se retrouverait Astra Militarum
Militarum contre Blood Angel, donc on gagnerait. Et ensuite, il nous resterait le match refusé, qui est le démon du chaos de notre côté et le culte Genestealers, qui serait une petite lose. Donc globalement, on a une matrice qui tend vers l'égalité, voire la petite win, dépendamment de comment vont se dérouler les matchs. Continuons la vidéo. Donc nous avons bien le World Eater contre l'Adeptus Custodes. C'est plutôt un meilleur match pour le Custodes afin de chercher de l'égalité d'après nos estimations. Nous avons bien Chevalier Gris contre Chevalier du Chaos, car du coup on sait pertinemment que les deux refusés se rencontrent, puisque nous avons les deux oubliés, culte Genestealers et démons du chaos. Et voilà à quoi ressemble l'appariement. Vous voyez, bon, nous n'avons pas retourné la table 4 et la table 8 parce que ce sont les deux derniers matchs, mais en soi, les deux cartes auraient été retournées. Alors pourquoi nous avons mis la table qui était en 6 au début en 8? Simplement parce que le layout fake, il y en a 8, mais parmi les 8 tables, vu qu'on joue en équipe de 6, il y a forcément 2 tables que l'on enlève. Et la fake a déterminé qu'on jouerait sur la 1, 2, 3, 4, 5, 8 au niveau des layouts, et non pas sur la 6 et la 7. Donc moi, je l'avais mis en 6, principe pour que ce soit plus simple à comprendre durant l'enregistrement et ce que j'allais justement vous expliquer derrière, mais eux n'arrivaient pas à comprendre. Donc ils l'ont remis en 8. Bref, si on revient sur notre matrice, voilà à quoi ressemble la matrice finale de notre appariement. Nous avons Space Wolf contre Tyrannide, Petite Win, To contre Culte Genestealers, égalité, Custo contre World Eater, égalité, Chevalier Gris contre Chaos Knight, Petite Win, Blood Angel contre Astra Militarum, Petite Win, et Culte Genestealers contre notre démon, Petite Lose. Donc globalement, on est plutôt bon. Maintenant, regardons ce qui s'est réellement déroulé. Voici les résultats réels de chacun des matchs. Donc au final, Space Wolf contre Tyrannide, de Petite Win, on est passé à égalité. Puisque j'ai joué le match, il y a un tour où je pouvais clairement enfoncer mon adversaire en lui détruisant 3 Tyrannofex. Les jets de dés en ont clairement décidé autrement, car sur les 3, il y en a un qui meurt et les 2 autres, il leur reste qu'un seul point de vie, ce qui fait que je ne marque pas un gros nombre de points sur l'objectif abattez-le. Mais globalement, la stratégie sur la partie s'est plutôt bien déroulée, car je pouvais justement l'empêcher de marquer ses 15 points de primaire à chaque tour, et vu que je rebondis au tour où il ne fallait pas, mon adversaire a su rebondir par rapport à ça. Il a très bien réagi, c'est d'ailleurs un adversaire que j'ai déjà affronté, avec qui en tout cas on s'entend très bien. Le match fut passionnant, l'adversaire fut excellent, donc pas de regret. Je suis assez content, car du coup mon estimé était bon, jusqu'à ce qu'il y ait un petit fait de jeu, ça arrive. Le but, lorsque vous avez quelque chose, on va dire, de négatif qui arrive, c'est pas de vous miner le moral à cause de ça, c'est est-ce que votre estimation était bonne, mais à cause de quelque chose qui s'est mal déroulé, parce que soit le jeu a décidé que sur vos GD, à ce moment précis, il allait être catastrophique. Globalement, au niveau des jets de dés, ce fut correct pour les deux camps, si on lisse tout sur la partie entière. Il y a des moments où j'étais au-dessus, des moments où j'étais en dessous, mon adversaire, la même chose. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut l'accepter. Par contre, de votre côté, il faut savoir rebondir. Il faut toujours que vous ayez une sorte de plan B, au cas où ça se passe mal, pour éviter que l'adversaire ne vous enfonce trop et puisse marquer beaucoup trop de points de victoire. C'est quelque chose que j'ai fait, du coup je ramène une égalité au lieu d'une petite victoire. Et pour le souvenir, c'est une égalité parfaite. Je crois qu'on était tous les deux à 92 à 92. Voilà. Mais si mes 3 cibles étaient détruites, clairement mon adversaire ne pouvait plus revenir sur la partie et peut-être que ma petite win, je pouvais la transformer en win, c'est-à-dire une victoire à 15-5 potentiellement. Car il aurait fait moins de primaire, il aurait fait moins de secondaire, il m'aurait pas enlevé autant de ressources derrière. Donc vraiment, c'est un tour qui a été charnière dans notre partie. Ensuite, nous avons To contre Culte Genestealers. Donc d'une égalité, il est passé de 4 à 16. Il me semble qu'il y a eu un petit fait de jeu parce qu'il n'avait pas vu quelque chose par rapport à la carte et à une des unités adverses. D'un autre côté, notre World Eater qui s'était mis en égalité, bon bah ramène un 16-4. Donc là on se dit ouf, on a neutralisé justement cette perte. Ensuite, nous avons le Chevalier Gris contre le Chevalier du Chaos, qui s'estimait en petite win. Au final, il fait 1,19. Aïe! Donc là-dessus, clairement, il faut revoir la matrice, ou est-ce qu'il a fait des erreurs de jeu qu'il faut analyser et corriger? Donc là, ça fait mal au niveau de l'estimation. Donc là, c'était un gros rouge, un LED qu'il aurait fallu mettre. Derrière, nous avons Blood Angel contre Astra Militarum, où il ramène 15-5, donc du coup il ramène plus que ce qui était prévu, tant mieux, ça rattrape très légèrement le problème d'estimation du Chevalier Gris. Et enfin nous avons Démon du Chaos contre le Culte Genestealers,
ou d'une petite loose. Il me semble que c'est un fait de jeu qui fait que notre démon est passé sur un 13-7. Alors je sais plus précisément lequel, parce que là, au moment où j'enregistre, il est le 28 décembre. De mémoire, le scrim, c'était dans la première moitié de novembre, grosso modo. Donc au final, nous étions placés sur un 64-56. Et on finit sur un 59-61. Donc on est sur une égalité tout de même, malgré les différents faits de jeu, l'erreur d'estimation. Donc c'est pour ça, plus vous allez faire de matchs pour gagner en connaissance, être plus précis sur vos estimations, plus justement votre appariement sera influencé et vous aurez la meilleure stratégie à appliquer et à mettre en place. Donc voilà pour ce qui est des bases de l'appariement. Je vous laisse avec une interview que j'ai réalisée avec Balo, donc le frère d'Ashord, car il était coach des semi-croustillants durant le Big Four, et c'était sur cette période de fin d'année la seule personne disponible à ce moment-là pour pouvoir justement faire l'interview. J'avais contacté beaucoup d'autres personnes, mais qui étaient indisponibles, ou alors c'était nos plannings qui n'arrivaient pas à se concorder en termes de disponibilité. Donc ne leur en veuillez pas, ne m'en voulez pas non plus, et donc je vous laisse avec l'interview de Balo. Alors, pour les factions, on va généralement identifier 3-4 types de factions différentes. On va commencer par les factions dites stables, qui vont avoir pour rôle, j'ai pas envie de dire nuller, mais en tout cas limiter la casse, ou être toujours, attendre toujours vers l'égal, quel que soit le match-up ou quelle que soit la table. C'est un peu ce qu'on appelle des jokers. Ça va permettre, lorsque on a une armée qui est posée en défense et qui pose problème à peu près tout le roster, ou à la plupart du roster, on va pouvoir utiliser ces jokers pour se débarrasser de cette armée problématique et limiter la casse lors du pairing. Ensuite, on va avoir les armées dites attaquantes. Quand on dit attaquante, ça veut dire qu'on a vraiment un rôle précis. Donc là, généralement, ça va être un choix qui va être fait en amont avec une anticipation de la méta. Cette armée, elle va avoir pour but de chasser une armée, enfin des armées en face. Une armée de type horde qui va chasser une liste qui a de l'anti-tank, ce genre de choses. Et donc, ce sont des armées qui sont si je puis me permettre cet anglicisme, high risk, high reward, dans le sens où si jamais on se retrouve vraiment dans un mauvais match-up, on va perdre très fort. Par contre, si on est dans un bon match-up, on va gagner très fort. Donc ce sont des armées qui demandent de la ressource à l'appariement. Et cette ressource, bien que coûteuse, peut s'amener très payante, puisque généralement, ça va être une ou deux armées comme ça qui vont permettre de créer ce différentiel dans le jeu d'équipe. On va avoir ensuite des armées qui sont un peu toujours bonnes, quel que soit l'adversaire. Alors ces armées-là, ça va être généralement l'armée forte, l'armée méta du moment. Ce genre d'armée qui, quel que soit son adversaire, va s'en sortir avec potentiellement une petite victoire à minima, et voire plus si jamais elle est sur le bon match-up ou la bonne table. Ce genre d'armée, dans l'idéal, on n'a que ça, mais dans les faits, il y a toujours à un moment donné, un instant T, surtout de moins en moins qu'avant. Avant, il y avait quand même des armées qui étaient vraiment très fortes. Maintenant, on se retrouve avec 2-3 de ces armées généralement en archétype. Si je prends un exemple tout bête sur le WTC, on avait un peu identifié les TS comme ce genre d'armée. Les Nécrons, pareil, étaient quand même assez compliqués à déloger. Voilà, c'est le genre d'armées qui ont très peu de némésis, qui ont très peu de chances d'avoir des grosses défaites. Donc voilà, ça va être essentiellement autour de ces trois-là, et on va essayer de trouver un équilibre sur les 8 joueurs ou les 6 joueurs pour avoir une partie qui va limiter la casse, généralement 2, c'est bien. Les armées méta du moment, ça c'est clair, si elles sont disponibles avec les joueurs qu'on a dans le roster, c'est mieux. Et quelques attaquants pour créer ce différentiel de points qui va permettre, ou par anticipation de la méta, ou pour créer en fait ce delta, puisque dans un jeu d'équipe, je le rappelle, le but c'est de gagner de 10 points de plus que l'adversaire dans un jeu à 8, ou même à 6 d'ailleurs, donc arriver à 86 ou 66 points. Ça, ce n'est possible que si on fait un 11-9 ou un 12-8 un peu partout. Donc dans l'idéal, on essaie de viser une égale et d'avoir un ou deux gros scores pour créer ce différentiel. Alors, il y a certaines fois où il y a des matrices, on y viendra plus tard sur l'histoire de la matrice, mais on sait d'avance que l'équipe, il y a 1, 2, 3 matchs qui vont être compliqués parce qu'on n'a pas vu des armées qu'ils ont et des armées qui sont en notre possession, on sait que ça va être compliqué.
Ça peut être lié au scénario, ça peut être lié à l'armée, ça peut être lié à plein de choses. Généralement, la combinatoire de armée plus scénario, des fois, peut créer des énormes différentiels d'une table à l'autre, et d'un scénario à l'autre, on peut vraiment avoir des gros écarts. S'il se trouve que, par exemple, c'est sur ce scénario-là qu'on tombe sur cette faction qui est problématique, on peut en arriver à, pour créer un différentiel, décider de ce qu'on appelle une chèvre, un sacrifice, un poulet, ce que tu veux. L'idée, c'est qu'on met quelqu'un sous le bus, hein, qui, comme tu le dis, un attaquant qui a priori n'est pas bon pour ça, va se retrouver sacrifié et passer sous le rouleau compresseur, va essayer de sauver le maximum de points. Si ça permet de débloquer après d'autres appariements qui, eux, vont être favorables. C'est-à-dire que si tu es tout à fait prêt à te prendre un 0 ou un 5 sur 20 sur un match-up, si tu t'assures un 15 plus sur deux autres. Au final, tu es gagnant dans ce cas-là. Donc dans ces cas-là, oui, tu peux être amené à faire ce genre de sacrifice. Et alors, c'est très lié, hein, clairement. Alors, pour le coup, j'ai pas encore beaucoup d'expérience chez les semi-croustillants, mais ça marche un peu comme chez les FNP, à savoir que le joueur a un style de jeu, a des armées de prédilection, et si jamais, alors ça arrive ce qu'on appelle un meta chaser, hein, quelqu'un qui va prendre une armée quelle que soit l'armée et qui va essayer d'optimiser en prenant la liste la plus optimisée possible du moment. Là, c'est pas vraiment le cas, on n'est pas sur ce genre de profil chez nous. On a beaucoup plus de gens qui sont amenés à creuser une faction particulière et derrière avoir des archétypes de liste qui vont être créés sur cette faction ou sur ces factions pour créer un concept. Il faut bien se rendre compte que toutes les armées sont pas du tout égales à ce jeu-là. Il y a certaines factions qui ont vraiment une grosse capacité d'adaptation ou qui sont très riches de par le nombre d'entrées qu'elles comportent et donc peuvent être, on va dire, propices à la création d'une liste innovante. Mais cette innovation, elle n'est pas forcément possible dans toutes les listes, hein. Typiquement, déjà, toutes les armées qui n'ont qu'un index et pas un codex, bon, maintenant, elles sont un petit peu vues et revues. Elles sont évidemment changeantes après chaque dataslate et chaque Materum, mais au final, on va retrouver souvent, comme tu le disais, 60-80% des mêmes unités, et derrière, on va broder un peu autour pour la préférence du joueur. Là où avec une unité avec un codex, je prends par exemple un codex que je trouve très très riche, qui est le Chaos Space Marine. Il y a finalement deux détachements qui peuvent être utilisés, et mine de rien, il y a beaucoup de richesses qui peuvent en être tirées. Il y a beaucoup de concepts très particuliers qui peuvent en être tirés. Si tu prends les Space Marines, c'est pareil, c'est quelque chose de très très riche au final, et tu peux avoir des archétypes radicalement différents. Dans ce genre de cas, le joueur, en fonction de sa personnalité aussi, puisque ça joue énormément, un joueur qui a plutôt quelqu'un d'attentiste, plutôt quelqu'un de calculateur, de défensif, ne va pas du tout avoir le même style de jeu et donc pas du tout la même réflexion à la construction de la liste que quelqu'un qui est ultra agressif. Un joueur, par exemple, si je dois comparer deux joueurs chez les semis, tu as quelqu'un comme Mogor qui est quelqu'un de très calculateur, très posé et qui va vraiment être un stratège au sens littéral du terme, alors que tu as des gens comme par exemple Terrachnid qui vont être beaucoup plus à l'instinct et être beaucoup plus agressifs dans leur manière de jouer et donc dans la liste qu'ils vont créer. Ça va plutôt être à la construction du roster. Alors après, le pool de joueurs est pas inépuisable, hein, loin de là. Tu vas avoir plutôt le travail sur des concepts de liste bien ciblés, ou pas hein, d'ailleurs, hein, si c'est quelqu'un qui, comme je disais, hein, des fois il y a certains archétypes. Moi, quand je joue TS, j'ai pas non plus des milliers de marges de manœuvre, hein. J'ai deux, trois archétypes, c'est réglé, quoi. Mais l'idée, c'est que tu vas te retrouver avec un choix parmi des joueurs qui ont certains archétypes et tu vas piocher en fonction de ça. On peut essayer d'orienter un petit peu sur quels archétypes certains vont travailler, s'ils ont du choix et que ça leur correspond. Mais généralement, après, c'est plus avec l'expérience. Alors après, encore une fois, hein, j'ai moins d'expérience sur la partie semi-croustillant, mais le fait d'avoir cet équilibre avec ce que je disais précédemment sur les répartitions des codex et des rôles, cette combinatoire de ce codex dans cet archétype va pouvoir avoir tel rôle, en tout cas en pressant qu'il peut avoir tel rôle, si jamais il y a un doute en fonction de la méta. Est-ce que ça peut surprendre la méta? Oui, non. Ça va être un critère pour l'inclure. Notamment le Chaos Space Marine qu'on a ramené au Big Four, de la liste de Terrachnid, c'était clairement parce qu'il avait un concept un peu particulier et c'est pour ça que ça a été choisi dans le panel des listes qui avait été proposé pour le Big Four. Bon là, il y en a eu que le Big Four du coup comme retour d'expérience, mais bon déjà chacun s'entraîne à son rythme parce que forcer les gens ça marche pas dans un hobby. Donc il y en a certains qui ont l'entraînement qui s'entraînent 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Certains qui sont beaucoup plus analytiques
qui font moins de parties, mais qui travaillent plus ou bien les listes adverses ou bien les tables ou les scénarios. Un exemple typique, c'est Ashord, qui fait finalement très très peu de parties aujourd'hui au ratio, parce que son armée, il a plus besoin de la travailler, il la connaît vraiment très bien, comme il ne joue quasiment que tout le temps la même armée. Maintenant derrière, ça reste généralement un entraînement via du TTS, via des parties sur table. Alors on a la chance d'être dans la même région pour la plupart, il n'y a que Moyashi finalement qui habite vraiment loin, et on peut faire du TTS ou des parties au WC pour s'entraîner. TTS est quand même prédominant pour des raisons logistiques, tout simplement. C'est plus facile de se retrouver le soir à partir d'un certain moment et de faire des tests. Derrière, en dehors de TTS, il y a aussi des scrims. Les scrims, donc, c'est un raccourci de scrimmage en anglais, qui est le fait de faire une partie en équipe contre une autre équipe. En fait, c'est un tournoi à 2 équipes, en fait, tout simplement. Donc, on met ça en place avec les parties. C'est généralement sur TTS, parce que c'est quand même plus facile. Donc, c'est un peu décalé. Donc, on fait de l'exercice de pairing, l'exercice de matrice. Ça permet aussi de tester les joueurs, de tester les concepts justement. Et derrière, le résultat importe peu vraiment, c'est plus le fait de s'entraîner. Quand on arrive vraiment très proche de l'événement et qu'on a la liste adverse, il peut nous arriver de demander à un joueur qu'on connaît d'une équipe adverse, mais qui n'est pas dans un bon joueur du codex en question, qui va prendre la liste de quelqu'un d'autre, donc d'un des adversaires, et jouer sur le scénario. C'est-à-dire que vraiment, puisqu'on sait que c'est tel scénario, ça sera telle équipe, quand on le sait évidemment, et ben du coup, hop, on s'entraîne vraiment dans les conditions maximum si on a envie de tester un match-up particulier pour affiner l'estimé. Bon, je vais passer sur les trucs évidents, les listes, les noms des joueurs, etc. Toujours un archétype de liste. On essaie de classer les listes par archétype. Alors, ce que j'appelle un archétype, ça va être un petit rappel sans avoir la liste entière, un petit rappel très simple à côté de la faction pour voir quel archétype c'est. Est-ce que c'est un full véhicule? Est-ce que c'est un full piéton? Est-ce que c'est ce genre de choses? Ça va dépendre de la méta, ça va dépendre du moment, donc il n'y a pas de règle sur le degré de précision à mettre. L'intérêt, c'est qu'on puisse d'un coup d'œil voir que cette liste, elle est dangereuse pour moi ou pas. Je me souviendrai toujours d'un petit résumé où il n'y avait pas marqué les 2 Hammerhead, et donc mon estimé contre un taux était très très loin de ce qu'il était réellement. C'est comme quoi une seule ligne, ça peut tout changer. Alors c'était pas faute, j'avais qu'à regarder, mais voilà, ce genre de petits détails. Derrière, on va avoir besoin d'un rappel du scénario et des tables. Alors c'est important de pouvoir vraiment avoir, je trouve, la vision tout de suite, en même temps que tu fais ton estimé des tables. Ça va servir le jour J pour l'appariement, ça va servir pour la préparation, et même ça te permet à toi de te projeter mentalement quand tu discutes avec des autres personnes des estimés, puisque quand tu fais un estimé sur un match-up, tu as souvent besoin d'avoir une confirmation, généralement en piochant les idées de l'expert de la faction dans ton équipe, ou à minima de discuter de manière collégiale avec des gens qui ont un bon niveau d'expérience et qui peuvent tout de suite se rendre compte à cette table-là, je pense qu'à cause de cette unité-là, ça ne va pas aller. Toutes ces discussions-là, elles ne sont possibles que si, dans ta matrice, tu peux voir d'un coup le score, pas le score que tu as fait, mais l'estimé, les tables, l'archétype de la liste. Ça, c'est vraiment pour moi les choses qui sont indispensables. Et après, derrière, dans un second temps, tu peux avoir à côté tout ce qui va être la liste des gotcha ou les trucs vraiment à retenir. On va des penses-bêtes que tu vas avoir pour le jour J pour affronter cette liste. C'est pas forcément toujours utile, parce que selon le joueur s'il connaît très bien le match-up, qui connaît très bien l'armée, c'est pas nécessaire. C'est bien sur certaines armées notamment, les armées Atrix, GSC et TS, à moins de les jouer soi-même ou de très bien les connaître, t'es content d'avoir ton petit pense-bête sur tout ce qui est possible de faire. Surtout, c'est un peu une aide de jeu sur les rappels de ce qu'il faut absolument faire et ne pas faire contre ces armées. Ça me paraît quelque chose de... C'est pas obligatoire, mais c'est un énorme plus dans la préparation, je trouve. Or, moi, je trouve que c'est sur cette question-là que se fait la différence énorme entre les différentes ligues. Je m'explique. Finalement, le processus, tout ce que j'ai décrit avant, c'est quelque chose qui s'applique quelle que soit la ligue. Après, il y a une notion de volonté. On a envie de bien faire ou pas, donc on y met le travail ou pas qu'on veut. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps ou de vouloir ou pouvoir faire 4 parties par semaine, par exemple. Par contre, là où on va avoir vraiment un énorme avantage quand on est en Ligue 1, et pour avoir vécu de la Ligue 3 à la Ligue 1, c'est vraiment, je trouve, le plus gros critère, c'est l'accès aux connaissances collégiales, l'accès aux connaissances au global sur certaines informations de match-up. Quand tu vas avoir un déficit de connaissances sur un match-up particulier, parce que t'as pas de joueur expert de la faction, parce que t'as pas fait le match, peu importe la raison,
tu vas forcément t'en remettre à l'avis de tes pairs ou de tes copains, mais aussi potentiellement de ceux d'autres équipes que tu connais, qui eux jouent la faction. C'est-à-dire que tu vas leur demander leur avis. Du moment que ça n'a pas de collusion avec ton match à venir, donc typiquement quand il y a des travaux en commun pour lier à l'équipe de France, tous les joueurs, les prospects de l'équipe de France travaillent en commun. Il est évident qu'à l'approche de la Ligue 1, tous les participants de l'équipe de France qui sont en Ligue 1 ne vont plus se communiquer ces informations sur, j'ai envie de dire à peu près au doigt mouillé, un mois et demi avant. Et effectivement, une baisse de la participation et du partage des connaissances, ce qui est normal, hein, attention, hein, parce que bah, il faut effectivement préparer un peu son coup et on va pas aller demander aux autres comment ça marche. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a certains avec qui on peut avoir une discussion ouverte sur le sujet, c'est pas grave. D'autres qui vont être plutôt secrets. Mais dans l'idée, l'accès à cette connaissance et surtout à la connaissance d'un haut niveau va être la différence clé. C'est-à-dire qu'on va combler ces manques avec des connaissances, mais dont on a la certitude qu'elles sont de bonne qualité. Et la qualité de ces informations entraîne une sorte de cercle de vertueux où bah, toutes les équipes qui ont au moins quelqu'un qui est compétent, qui connaît beaucoup de choses sur une faction et sur un match-up, ça va finir par se répandre dans cette sphère, mais qui reste limitée finalement à l'entourage un peu Ligue 1. Et j'ai vraiment vu cette barrière du jour où on est rentré en Ligue 1 avec le fait d'avoir vraiment cet environnement, cette connaissance, l'accès aussi aux joueurs internationaux. Ça paraît bête, mais quand tu fais des tournois internationaux avec l'équipe de France, tu as accès à des discussions et à donc d'autres canaux de discussion qui vont au-delà juste de la sphère française. Toutes ces informations-là, elles sont extrêmement précieuses pour se permettre d'affiner un match-up. Le rôle de la première défense, il va être généralement prédéterminé en fonction de l'équipe adverse. Ça peut être la même défense sur tout le tournoi, ça n'a pas d'incidence généralement, même si on dévoile cette information un petit peu, surtout pour les rondes qui suivent, parce que les gens finissent par voir que c'est toujours la même défense qui est mise, donc ils doivent se douter, donc ils peuvent anticiper ça. Mais c'est justement ça un peu le principe de cette première défense, c'est que même si elle a anticipé, bah, ce n'est pas grave, parce qu'elle va faire un minimum de points. Souvent, met la première défense pour déjà qu'elle choisisse sa table, parce que c'est souvent ça aussi, hein. Une défense, elle a au moins cet avantage-là d'avoir le choix des tables, ce qui lui permet normalement de se mettre dans des meilleures conditions que la plupart des autres matchs. Derrière ça, on va avoir besoin de forcer un peu les joueurs à dévoiler leurs cartes, à dévoiler leur plan de jeu au niveau de l'appariement, et c'est surtout ça en fait. La première défense, son but, c'est d'éventuellement ou bien limiter la casse, ou bien même absorber un match, mais aussi potentiellement attirer dans un piège où il ne va pas forcer autant de scores que plus tard, un codex qui va nous poser problème sur le reste de la matrice. Et typiquement au Switch. Certains, par exemple, l'Eldar au début de la V10, bon, bah, on savait que celui qui affrontait l'Eldar, a priori, il était mal. Hein. Donc ça valait le coup de mettre peut-être en défense 1 quelqu'un qui était pas forcément faible contre l'Eldar, mais que l'Eldar battait quand même, pour essayer de voir s'il l'enlevait ou pas. Il y avait en fait, il y a tout du mind game, hein, le principe mind game d'essayer de faire des coups de poker, des coups de bluff, pour essayer de retirer les ressources. C'est un jeu de ressources, l'appariement. On veut essayer de retirer les ressources avec un échange le plus efficace possible pour nous. Si on met une défense qui absorbe un gros codex au début, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est un avantage qui va servir après pour la suite de l'appariement. Ouais. Normalement, je dis normalement parce que c'est toujours un peu la partie compliquée. Hein, c'est sur les derniers détails à régler, donc tout le monde ne le fait pas, ou n'a pas le temps de le faire, ou n'a pas forcément la vision pour le faire sur tous les match-ups. Hein, parce que finalement, ce genre de détail devient vite très chronophage. On indique généralement les tables qu'on désire ou qu'on ne veut surtout pas. Hein, les tables qui n'ont pas d'importance, ça n'a justement pas d'importance de les noter. Donc il y a souvent sur les tables, il y en a avec des archétypes, avec des archétypes vraiment un peu différents. Et selon cet archétype et selon l'armée en face, on va vraiment avoir des énormes différences de score. Hein. Il y a vraiment un énorme impact. Les tables, le choix des tables est vraiment, je dirais que c'est l'un des composants les plus intéressants dans le jeu d'équipe. Puisque finalement, les armées, oui, bien sûr, il y a l'histoire du jeu et des armées, mais le choix des tables, c'est vraiment ce petit truc en plus qui va vraiment tout changer dans certains match-ups. Si jamais on se retrouve à la fin de l'appariement avec un choix, pour notamment le refuser et l'oublier, donc entre la Dev 3 et les refuser, le choix des tables
devient très important parce qu'on peut se retrouver à la toute fin avec une table vraiment horrible pour les oublier. Donc ceux qui n'ont été choisis nulle part. Et via les choix juste avant, on peut influencer quelle table reste et potentiellement on peut sortir une table qui est vraiment problématique pour cet oublié. Donc c'est vraiment sur la fin qu'on va avoir on va dire une importance capitale. Après, la vision des tables, elle n'est pas forcément globale, elle est plus par match-up. C'est vraiment intéressant pour les attaquants, pour ceux qui sont envoyés en attaque, de savoir si leur match-up est vraiment très différent en termes de points en fonction des tables qui restent aux défenseurs. Parce que je rappelle, le défenseur choisit sa table après que l'attaquant ait été choisi. Donc si on envoie une attaque sur une défense, mais qu'elle se rend compte que sur la table 4 et 5, là par contre je vais faire peut-être seulement une égale, voire une petite défaite, qui peut arriver, ça peut complètement changer, estimé à ce point-là. Ah oui, mais justement, la table 4 et 5, elles sont encore là. Donc puisqu'il y a deux tables, a priori, s'il n'est pas bête en face, nous on va en choisir qu'une, on va pouvoir en sortir qu'une avant qu'il la choisisse. Donc de toute façon, il y aura une table que tu voudras pas. Donc est-ce qu'on te met en attaque? C'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Et là, pour le coup, ça va être une vision du choix de table par match-up. La qualité requise pour le joueur lui-même, ça va être une maîtrise des concepts basiques du jeu parfaite. Le pire qui peut t'arriver, c'est d'avoir un blowout sur la def 1 parce que tu as mal anticipé un petit point de règle, quelque chose. Voilà. Donc, pour moi, quelqu'un qui est très solide sur ses appuis d'un point de vue jeu, j'irais presque même jusqu'à dire que le meilleur joueur, c'est souvent celui qui est en def 1. Ça serait l'idéal. C'est ou celui qui est sacrifié de toute façon, ou c'est idéalement celui qui a le plus d'expérience, celui qui va arriver à être le plus résilient, quel que soit ce qu'on va lui envoyer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut une maîtrise de soi, il faut une maîtrise du jeu, il faut une maîtrise de la plus d'armées possible, ou avoir une armée qui est pétée en mode défense à ce moment-là. Bon, ça c'est une autre possibilité. C'est vraiment pour moi la qualité du joueur, c'est ça, c'est le fait, la maîtrise de soi et la connaissance du jeu. Quelqu'un qui prend trop de risques, qui est très agressif, ne peut de fait pas faire un bon défenseur 1 parce qu'il a toujours ce risque. C'est quelqu'un qui 9 fois sur 10 va faire des gros scores, mais c'est la seule fois où il va pas faire un gros score. Le problème c'est que c'est la def 1, et comme la def 1, elle doit être stable parce qu'il y a possiblement d'autres matchs qui vont dévisser, puisque par définition c'est beaucoup moins sûr sur les estimés, plus on s'approche de la fin de l'appariement, plus moins les estimés sont sûrs. Généralement, voilà, tu veux pas un joueur qui fait le fifou. Alors c'est très personnel, je trouve. C'est pas forcément lié à l'équipe parce que là pour le coup, j'ai parlé de mon cas particulier. Mmh. Moi, j'ai vraiment eu un très, très, très grosse déception lors de l'allée L1 chez les FNP, où j'ai pris une armée qui me correspondait pas, et cetera. J'ai essayé de prendre une armée méta, ce qui était pas bon. Donc j'ai une grosse remise en question, et surtout derrière, j'ai un peu réagi en changeant un petit peu ma stratégie jeu. Je pense que tu peux pas vraiment faire ça au niveau de l'équipe parce que, encore une fois, si tu te retrouves avec les mêmes ambitions, a priori, tu as un contrat moral un peu tacite qui est de dire que tu vas y accorder le temps que tu peux, dans au maximum de tes moyens. Et est-ce que si c'est suffisant ou pas, ça dépend un peu aussi des joueurs qui sont dispo. Mais t'entraîner comme un malade, finalement, sur un événement qui est passé, si tu regardes bien, tu te rends vite compte que tu joues jamais 2 fois au même jeu. C'est-à-dire que l'expérience que tu aurais pu avoir sur le jeu, mais vraiment je parle de la partie jeu en soi, sur un événement de ligue, tu vas très peu pouvoir le réexploiter, sur l'événement suivant parce que tu auras changé, tu auras eu data slate, tu auras eu un monitorum qui seront passés par là, qui va avoir complètement chamboulé la méta et chamboulé les armées et la manière de jouer des fois. Donc, tu vois le changement par exemple sur l'indirect qui a tout changé. Oui. Les TS au WTC qui avaient les torrents qui pouvaient aller en indirect, ils ne peuvent plus. Ça change tellement que tu peux difficilement capitaliser sur la partie jeu en retour d'expérience. Tu peux te dire, oui, évidemment, oh oui, là j'ai joué trop agressif, là j'ai joué, oui, ça bien sûr. Voilà, sur des concepts en fait, sur des concepts généraux. Donc c'est là où ça vaut le coup, si tu comprends pas pourquoi tu as perdu, de refaire une partie. Ça m'est arrivé une ou deux fois seulement, voilà, tu fais le débrief de la partie, le plus détaillé possible, pour essayer d'expliquer pourquoi tu as gagné ou perdu. Une partie où tout s'est déroulé parfaitement, etc. Bon très bien, en fait. Bon super, j'ai fait comme il fallait, tout s'est bien passé, cool. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ceux où t'as merdé. Ceux où t'as merdé. Est-ce que j'ai merdé parce que je me suis fait outplay? Est-ce que j'ai merdé parce que j'ai fait une mauvaise décision? J'ai eu des mauvais jets de dés? Bien sûr que on peut pas tout attribuer à ça. Mais c'est pas vrai de dire qu'une partie ne se joue jamais au dé. Moi, je suis pas d'accord. Selon l'armée qu'on a et selon les jets de dés qu'on fait, il y a des fois où ça change radicalement la partie. Et ça peut transformer une victoire en totale défaite, ou vice versa. J'ai quelques exemples en tête, par exemple une armée tyrannide.
qui te lance un Shadow in the Warp, et t'as pas de bol, et tu rates 90% de tes Battle Shock. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est arrivé à Per Castor, c'est 30 points. 30 points, c'est énorme. Enfin, 30 points de différentiel sur 100, c'est incroyable. Bon, bah, ça, tu peux pas le prévoir. Bon, bah voilà, ça fait un énorme score. Ce genre de choses, quand ça arrive, il faut prendre du recul, pas de bol, c'est arrivé. Bon, bah voilà. Tu peux pas te tenir responsable pour ça. Même si, au final, c'est dommage. Faut savoir reconnaître quand, au-delà du jeu lui-même, tu as eu un petit problème de réussite. Donc ton adversaire en a eu beaucoup. J'ai vu au Big Four, hein, c'est un peu n'importe quoi ce qui s'est passé sur 2 des 3 parties de la mare. Clairement, il y a eu des jets de dés qui étaient complètement lunaires, qui ont rendu la partie caduque d'un point de vue macro. Parce que la macro était bonne de la part de l'adversaire, ça s'est être avéré un mauvais choix uniquement grâce au jet de sauvegarde de l'enfer du monsieur. Ça, c'est impossible à prévoir. Quand on fait 11 sauvegardes à 4 sur 12, bah oui, bah je suis désolé, ça change tout, hein, forcément. Voilà. Ça, on peut pas le prévoir. Donc, sur le rétexte, c'est plus important d'être factuel sur ce qui s'est bien ou mal passé, surtout sur ce qui s'est mal passé, parce que c'est ça que tu vas améliorer justement. Faut aussi apprendre à célébrer les succès. Hein. Quand on voit un truc qui s'est bien passé, on peut se taper dans le dos en disant voilà, c'est bien ce qu'on a fait. C'est pas très français, c'est très américain cette mentalité, c'est pas du tout français. Mais honnêtement, des fois, ça fait du bien de se dire bah écoute, les gars, on a bien bossé. Ça fait toujours un peu chaud au cœur. Faut pas aussi, quand on a une réussite d'équipe, c'est un sentiment incroyable. Faut en profiter aussi, hein, parce que il y a des hauts et des bas. Mais le fait d'avoir vraiment une retour sur le jeu lui-même, ah ouais, j'aurais peut-être dû m'entraîner plus, quand je fais mes corps à corps, je me place pas bien, j'ai fait trop d'erreurs de macro. Ça, ce sont des réflexions intéressantes. Me dire, ah bah j'ai perdu parce que j'ai mal estimé le match-up, bon bah ok, mais ça vaut pas le coup d'y passer 30 ans parce que de toute façon, le match-up il aura peut-être plus du tout la même matrice à la prochaine événement. Donc en fait, est-ce que ça vaut le coup de s'y attarder? Non, pas des masses. Sauf si tu fais le tour d'un solo entre temps ou que tu as envie de refaire des événements, mais si tu veux te concentrer sur l'événement d'équipe, généralement t'en fais 2 dans l'année, un à l'aller et un au retour, il y a toujours une dataslate entre les deux. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.